J'en étais sûr. Tout le temps, il me dit ça. Comme je vous l'ai dit, où il y a des enfants, il y aura des pédocriminels. Ce gars, il m'a demandé des photos en sous-vêtements et il insiste pas mal. J'essaye surtout de déterminer s'il a plusieurs comptes Facebook. S'il a plusieurs comptes Facebook, est-ce qu'il a des amis en commun qui du coup seraient reliés à lui et du coup pourraient m'amener vers son identité réelle? Certains nous ont reproché de voler le travail de la police. Les algorithmes des réseaux sociaux vont eux-mêmes nous diriger en suggestion d'amis chez certains présumés pédocriminels. Je cherchais une façon de trouver une utilité à ma vie juste, c'est-à-dire attraper des pédophiles. Je suis vice-présidente, je suis chef d'équipe, tous les dossiers passent par moi, donc je vois tout, la pédopornographie, la pornographie, tout. Ok. Attends, faut que je réfléchisse à ma réponse parce que... Je suis rentré dans l'association des enfants d'Argus parce que malheureusement, comme beaucoup de gens dans le monde, j'ai été abusé quand j'étais enfant. Et c'est ce qui a principalement motivé mes démarches pour rejoindre l'association. Je pense que beaucoup de personnes qui rejoignent ce genre d'association sont concernées de très près par le problème, que ce soit eux-mêmes ou bien des membres de leur famille, leurs enfants. C'est un fléau qui touche énormément de personnes, qui est très tabou encore aujourd'hui. Je suis en train de connecter mon VPN. Alors le VPN, c'est hyper important pour que ça protège notre identité. En gros, si quelqu'un arrivait à avoir notre adresse IP et pouvait nous localiser, bah, ça lui mettrait que je me situe actuellement aux Pays-Bas, ce qui du coup n'est pas le cas. Voilà, donc là je suis connecté. Alors du coup, je vais sur Facebook, j'ai mon profil juste ici, donc mon enfant virtuel. Au niveau des horaires, il faut rester crédible, il faut que ça soit comme les horaires d'un enfant qui va à l'école, donc il faut se connecter après les horaires de cours, mais il faut aussi que ça reste crédible par rapport à l'histoire de notre fake. Si j'ai dit à un gars que j'avais équitation à 17h, bah, je me connecte pas à 17h. Alors, donc du coup, mon profil, j'ai mes passions, le dessin, la danse, le chant, l'équitation. J'ai mes photos juste ici. Donc il y a des photos de moi, il y a des photos de mon chat, il y a des photos de cookies, enfin voilà. Tout ce qui pourrait faire penser à un vrai profil d'enfant de 12 ans. Les photos dont on se sert pour nos faux comptes Facebook, on fait très attention à l'usurpation d'identité puisque les photos sont soit des photos des membres adultes qu'on a rajeunis, et avec leur accord évidemment, ou alors des photos Google libres d'accès, et encore une fois qu'on modifie, on met des fois des visages libres d'accès avec des corps et qu'on rajeunit le tout pour que ça soit le plus homogène possible. Et on donne à l'enfant virtuel sortant de formation une liste de photos et de points de base. Par exemple, c'est une petite fille, elle a 12 ans, elle est blonde et elle vit qu'avec sa mère et sa sœur. Ça, c'est le point de départ. Quand je peux pas me connecter, je vais en profiter pour alimenter mon compte, prendre des photos en extérieur, donc ça peut être juste d'une forêt ou une glace, peu importe, quelque chose que j'ai fait dans la journée, et ça me permet de crédibiliser mon compte et de le nourrir en fait, tout simplement. Pour rester le plus crédible possible, on peut poster des messages sur notre compte, le genre de message qu'un enfant mettrait, dans un langage plutôt jeune, avec des fautes d'orthographe, parce que souvent à 12 ans, on n'écrit pas parfaitement. Un enfant virtuel, comme son nom l'indique, ce n'est pas un enfant, c'est un adulte qui a rejoint notre association, qui a entre 20 et 60 ans pour certains, qui représente sur les réseaux sociaux un enfant qui aurait entre 10 et 12 ans, que ce soit une petite fille ou un petit garçon. Paradoxalement, nous, on ne fait rien, absolument rien. Les algorithmes des réseaux sociaux, d'une manière générale, vont eux-mêmes nous diriger en suggestion d'amis chez certains présumés pédocriminels. 996, c'est le nombre de demandes d'amis que j'ai à l'heure actuelle. Je peux voir de quand elles datent. Donc là, il y a 15 heures, il y a 2 jours, il y a 4 jours, il y a 1 semaine.
c'est majoritairement des hommes. Ça arrive que des femmes, là par exemple, c'est une femme. Et il arrive que ce soit des comptes de femmes, mais que ce soit en fait des hommes qui se font passer pour des femmes. Donc là, j'ouvre mon fil de discussion et c'est toutes les discussions que j'ai. Ce gars, il m'a demandé des photos en sous-vêtements. Et il insiste pas mal pour avoir ces photos, que bien sûr, je ne fournirai pas. J'ai plusieurs conversations en même temps qu'il faut quand même limiter dans la mesure du possible pour pas se perdre entre tous ces mecs qui nous écrivent. Donc on est sur une moyenne de 3 à 5 si on se sent de le faire et si on est assez expérimenté pour le faire. Oui? C'est juste pour savoir, ça veut dire quoi consentement? Un consentement, ça veut dire que tu es d'accord. Si la petite fille elle est consentante et le grand, genre l'adulte aussi, Oui. il part quand même en prison ou pas? Oui. Un enfant, il n'y a pas de consentement. Ça n'existe pas le consentement pour les enfants. Si quelqu'un, toi, s'il y a des enfants qui se disent oui, mais en fait, je l'aimais bien. Non, c'est parce qu'il t'a manipulé. Lui, il sait très bien qu'il n'a pas le droit, mais il t'a manipulé pour te faire croire que ça venait de toi. Si tu es un enfant, même si tu ne te débats pas, même si tu ne cries pas, même si tu dis « je suis d'accord », un enfant de 10 ans, ça sera automatiquement la prison. Il n'y a pas d'histoire de consentement. Et sur les réseaux sociaux, comme tu disais, ou sur n'importe quel jeu électronique, il y a des pédocriminels. Comme je vous l'ai dit, où il y a des enfants, il y aura des pédocriminels. Voyez ? Et nous, c'est ce qu'on fait en fait dans l'association. Nous, on se fait passer pour des enfants. On se fait passer pour des enfants qui auraient 10-12 ans. Voyez, on a un compte Facebook où il y a juste la photo d'un enfant et on attend qu'il y ait des gens qui nous contactent. Et il y a beaucoup de personnes qui nous contactent. Si vous avez quelqu'un qui vous demande en ami, que vous ne le connaissez pas, que ça soit une photo jeune, comme tu disais, qui avait 9 ans, ou une photo de quelqu'un qui est vieux, même si vous voyez que c'est déjà dans les amis de vos parents ou d'un de vos copains, vous ne les acceptez pas. Vous ne les connaissez pas, vous ne les acceptez pas. Si jamais ça vous arrive, vous en parlez à vos parents. N'ayez pas honte. Vous avez rien fait. Si jamais ça vous arrive, c'est vous les victimes. Et c'est lui le salopard. Les enfants d'Argus agissent sur les 4 pays où on parle français en Europe. La Suisse, le Luxembourg, la Belgique et la France. Les membres, ils habitent dans ces 4 pays-là. Alors aujourd'hui, à quelque chose près, on est environ à 180 ou 185 dossiers déposés. Mais on peut estimer qu'on a fait arrêter entre 40 et 50 personnes aujourd'hui. Les enfants d'Argus sont à peu près entre 25 et 30 bénévoles. C'est quelque chose qui augmente un petit peu régulièrement, mais on ne peut pas dépasser un groupe de 40 ou 50 personnes, ça ne serait pas possible. Et c'est déjà très dur à gérer, et puis on n'est que des bénévoles, c'est relativement compliqué. Salut mec! Bonjour, salut. Bon, maintenant qu'on a pu vérifier toute ton identité, que tout est carré, je vais rester à t'appeler par ton pseudo. Hein. Donc on restera, si j'ai bien compris, sur le nom de résistant de ton grand-père, Caverneuil, c'était bien ça? Exactement. Si j'ai bien compris, suivant tes horaires à toi, tu vas plutôt t'orienter vers un rôle d'enquêteur. Enfant virtuel, il faut quand même avoir du temps, et surtout du temps précisément à certaines heures. L'avantage d'enquêteur, même si évidemment ça va te prendre beaucoup de temps, c'est que tu y es quand tu veux, quoi. Ouais, au départ, c'est ce qu'on m'a conseillé aussi. Ouais. Donc je vais t'envoyer le lien Discord pour rentrer en formation. Dès que tu as fini ta formation, ce qui normalement devrait être assez rapide, hein, en 3 semaines, 1 mois, ça sera fini, tu intégreras l'équipe d'Akela en tant qu'enquêteur. Il y a beaucoup de dossiers en cours, donc il nous tarde que tu puisses sortir de formation pour pouvoir nous aider sur ces sujets.
D'être enfant virtuel, genre c'est en gros d'avoir un compte Insta, tu vois, ou un truc, enfin un faux compte Insta un peu. Et juste t'arrives, tu crées un compte genre Lison 13 ans. Et genre juste en créant ce compte, après t'as plein de gens qui vont s'abonner, genre et dedans t'as forcément des mecs malsains, tu vois, qui disent ouais bah viens on se voit, alors qu'elle a 12 ans, il a que 50 piges, tu vois. Le faux compte c'est juste un appât, genre. Oui c'est un appât. Et ça marche. Oui, bah oui. Genre ouais mais la pédocriminalité c'est vraiment un truc, genre on se rend pas compte que là nous on connaît tous des gens, c'est partout quoi. Genre en moyenne il y en a 3 par classe. Hein? Ah ouais? Ouais, putain. Ouais, genre 3 sur 30. Énorme. Mais c'est dans les fiches, c'est plutôt dans leur famille. Pas les réseaux. Mais juste, t'as pas peur un peu des conséquences au quotidien? Enfin, je sais pas, t'as pas peur un peu des représailles, non? T'as pas peur de quelque chose? Bah, des représailles, non. Des conséquences. De quelque chose, t'as pas des craintes? Si, j'ai peur pour une chose, c'est pour moi-même. C'est-à-dire, je vais voir des choses, mais qui vont me faire vomir peut-être, ou pleurer, ou. Enfin, tu vois, je sais que à un moment, je vais peut-être vouloir abandonner, etc. Tu vois, je connais j'ai personne autour de moi, en tout cas de ma connaissance, qui a connu ça. Tu vois, et donc j'ai pas forcément d'image. Pas d'expérience encore, ouais. T'as jamais vécu ça, Ouais. donc tu sais d'autant moins encore à quoi t'attendre en fait. Ouais. Ce qui me fait faire ce que je fais aujourd'hui, si je devais dire une émotion, ça serait principalement la haine, je pense, qui fait que bah, ça te donne tellement de détermination pour faire ce que tu fais. Et parce que derrière aussi, il y a une satisfaction. Tu te dis, je fais pas ça pour rien, parce que derrière, le mec peut être inquiété, il peut avoir un procès, enfin, il peut se passer un tas de choses. Je pense pas que ce soit une cause perdue. Et même juste le temps qu'on passe à parler avec ces mecs, on se dit que c'est du temps en moins qu'ils ont à parler avec des vrais enfants. Donc, on fait pas rien. Je pense pas qu'on soit inutile. Nos enfants virtuels vont être confrontés à différents types de pédocriminels. On a une certaine catégorie d'interlocuteurs qui va demander l'enfant en ami et dans la foulée envoyer des photos intimes, des photos pornographiques. À d'autres moments, on va tomber sur des gens qui font ça de manière plus insidieuse et qui vont parler à notre enfant virtuel ou à un enfant pendant 6 mois avant de commencer à parler de sexe et à envoyer des photos. Je dirais, moi, que le plus dangereux pour un enfant, c'est cette dernière catégorie, puisqu'il y a une mise en confiance en fait, qui se fait et qui pousse l'enfant à pas pouvoir refuser d'envoyer des photos de lui ou d'elle nus. Il va pas être en capacité émotionnelle, après être devenu ami, entre guillemets, avec son interlocuteur, à pouvoir refuser et comprendre la transition vers le côté plus sexuel de la discussion. Il faut s'accrocher, hein, parce que celui-là, il est un peu space. Ce gars-là, son délire, c'est qu'il veut rassembler des enfants dans sa maison pour qu'elles soient libres, qu'elles n'aient plus besoin d'aller à l'école, qu'elles aient plus besoin de vivre avec leurs parents. Il m'a dit qu'il y avait déjà des enfants qui étaient intéressés. Imagine liberté totale et plus jamais d'école, est-ce que ça te ferait plaisir? Des fois, j'ai aussi ma petite cousine qui vient et à chaque fois qu'elle est là, elle veut plus partir. Moi, je demande l'âge. Aussi jeune que toi, j'ai une photo quand elle dort si tu veux. Bah, je l'ai vu venir, hein. Je sentais que ça allait être ce genre de photo. Et moi, je réponds, pourquoi elle est dans cette tenue? Il faisait chaud. Là, j'ai mon rôle d'enquête qui revient. Il faut que j'identifie au maximum la gamine. Donc là, je demande, elle s'appelle comment? Et là, j'ai son prénom. Donc potentiellement, c'est une victime. Ce qu'on appelle le syndrome de Peter Pan chez les personnes avec une problématique pédophilique, c'est en fait l'idéalisation du monde de l'enfance ou de l'adolescence. C'est vraiment pour la plupart d'entre eux un âge d'or perdu et en général pas vécu. Parce qu'en fait, on réalise que dans leur événement de vie, il y a beaucoup qui, pour le dire vulgairement, n'ont pas eu d'enfance. En fait, ils se sentent extrêmement frustrés d'une jeunesse non vécue, qu'ils idéalisent totalement, à tort hein, en général. Ils imaginent que c'est un monde de liberté où on explore son corps, les relations avec les autres, on transgresse et on peut tout se permettre et le champ des possibles est ouvert.
Il y en a beaucoup qui décrivent qu'ils vont sur des chats avec des mineurs, où eux se font passer du coup, donc ils montent sur leur âge, sur leur identité, et ils vont se mettre à discuter avec des jeunes, et ils disent « mais en fait, je recherchais plutôt des copains ». Je viens de recevoir un message, par exemple, de quelqu'un à qui je parle plus ou moins régulièrement, qui n'a pas commis autant d'infractions que ce que j'espérais, qui m'envoie sa tête. Il me demande comment je le trouve, il me demande quand est-ce qu'on peut se voir. Moi, je lui dis que on peut parler ici. Et il me répond « Tu as besoin de moi dans notre relation amoureuse. On ira se balader en amoureux, visiter ma ville et faire beaucoup de choses ensemble. Chérie, je te paierai le transport aussi. » Je lui réponds « C'est impossible d'être en couple avec un adulte à 12 ans déjà. Tu aimerais que je te fasse des enfants un jour si tu veux bien, chérie. » Non, je vais pas écrire ça. Pourquoi j'ai changé mon message? Parce que là, potentiellement, j'essaie de récolter des infractions. Donc, est-ce que c'est possible d'être en couple avec un adulte à 12 ans? Peut-être qu'il va me dire « Oui, c'est mon cas, j'ai déjà été en couple avec cette petite fille, regarde, j'ai une photo », par exemple. Il faut toujours trouver des tactiques pour lui faire entendre ce qu'il veut, mais jamais trop non plus. Enfin, c'est vraiment un travail de serpent, on va dire. Mais surtout, jamais d'incitation, jamais laisser sous-entendre qu'on est d'accord pour avoir des relations sexuelles, qu'on est d'accord pour envoyer des photos, qu'on est d'accord pour quoi que ce soit qui soit en lien avec le sexe, tout simplement. J'en étais sûr. Tout le temps, il me dit ça. Moi, je suis en caleçon, je pense à toi, chérie, tu es dans la chambre. Il me demande si je suis à la chambre. Oui, pourquoi? Donc là, ah, putain. C'est la première fois qu'il m'en envoie. Désolé pour tout le monde. C'est terrifiant de se dire qu'il y a des vrais enfants qui reçoivent ce genre de messages. En fait, bien souvent, ce que le pédophile recherche chez l'enfant, c'est de la réassurance. Et donc, en fait, c'est des personnes qui souvent soit se valorisent, effectivement en se disant « j'ai du pouvoir sur quelqu'un ». Si la personne, elle est jeune, il s'imagine qu'elle est inexpérimentée, souvent à raison. Et du coup, il peut avoir ce qu'on appelle le fantasme d'initiation. Moi, je vais être le premier, moi, je vais te montrer, toi, la jeune fille en fleurs qui a la vie devant toi, et je vais te marquer, et je vais exister dans ta tête pour toute ta vie. Et comme c'est des gens qui ont en fait une très mauvaise estime d'eux-mêmes, ça les valorise de se dire « je vais compter pour cette personne, je vais laisser ma trace, mon empreinte ». J'essaye de mettre de côté le fait que je suis dégoûté de ce que je vois, parce que il faut que tu réagisses vite, il faut que tu restes dans ton rôle, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est face à ça? Capture d'écran immédiatement, et j'enregistre le média qui m'a envoyé, donc à savoir la photo de son pénis. Tu en penses quoi, chérie, de ma tub? Capture d'écran, pourquoi? Parce que à tout moment, le mec supprime et je perds ma preuve d'infraction. Là, par exemple, je vois qu'il a retiré un message. Il a retiré sa photo. Donc, heureusement qu'on l'a screen. Parce que du coup, on a bien notre preuve que à telle heure, tel jour, monsieur machin a envoyé une photo de son membre à une enfant de 12 ans. C'est important de rappeler l'âge de l'enfant, donc en l'occurrence moi j'ai 12 ans, parce que ça peut malheureusement être utilisé dans une défense pour dire ah mais peut-être que monsieur Antel ne se rappelait pas que la personne avec qui il conversait avait 12 ans, il l'a sûrement oublié, voilà. Alors que là, on le rappelle extrêmement souvent, donc il n'y a pas moyen d'oublier. Là par exemple, j'ai mis 2 messages à la suite où c'est écrit. L'avantage de ces avatars utilisés par ces associations, c'est qu'ils permettent, par des messages type « j'ai 8 ans »,« j'ai 10 ans »,« j'ai
en tout cas moins de 15 ans à minima, c'est précieux pour aller sur l'aspect psychologique, sur ce qu'on appelle l'intentionnalité. Puisque une infraction est composée d'un élément matériel et d'un élément intentionnel. En ayant créé un avatar et en ayant fait je dirais, plusieurs messages un peu type « j'ai cet âge-là »,« oh, ça me fait peur ce que tu me dis », avec plusieurs messages comme ça, en fait, ça permet de caractériser toute l'intentionnalité et je dirais même la dangerosité. C'est en ça qu'ils sont très intéressants. Voilà, donc j'ai une infraction claire et nette. Donc grâce à ça, je vais pouvoir constituer un dossier en indiquant que du coup j'ai reçu une photo à caractère pornographique. Ce qui est un délit, clairement. Donc il faut vérifier toutes ces informations et ça c'est le rôle de l'enquêteur qui du coup s'occupe de creuser réellement le profil de la personne dans l'espoir que du coup ce dossier soit un jour envoyé en dépôt de plainte. Même si tu sais, en tant que victime, que c'est des choses qui arrivent, que ce soit sur Internet, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit un proche, que ce soit un ami, que ce soit un inconnu, c'est quelque chose auquel les enfants peuvent être confrontés partout. En fait, il n'y a pas de safe space, il n'y a pas d'endroit sécurisant qui existe vraiment. Il y aura toujours des vieux vicieux partout. C'est tout type de gens. Tu peux pas mettre une étiquette sur le profil type du pédo parce qu'il y en a tellement. Et c'est là que tu te rends compte que ça peut être ton jardinier, ça peut être ton boulanger, ça peut être absolument n'importe qui. Donc voilà, on va commencer gentiment cet AG et on commence comme ça, les arrivées et les départs. Donc les départs de JD, Freya, Andli et Yoko et arrivée de 5 enfants virtuels, Ezekiel, Adex, Naomi, Pitoufa et Louis, et 7 enquêteurs, Colline, Jade, Ariane, Louise, Desguin, Nicolas et Caverneuil. Alors pourquoi on embauche un salarié? Parce qu'aujourd'hui on développe, déjà on a de plus en plus de boulot, j'ai un peu de mal à m'en sortir sur pas mal de trucs, les fils d'enquête, les machins, vous avez vu, ça prend énormément de temps, tout regrouper, contacter les policiers, c'est beaucoup de travail, d'où l'intérêt pour nous d'avoir quelqu'un, ça nous professionnalise. Vis-à-vis de la justice, quand ils voient qu'on a un salarié, c'est déjà super bien. Donc, ça va être notre petite Akela, qui va être embauchée à partir du 1er novembre. Mise en place d'un statut spécial pour gérer les demandes des enfants virtuels. Comme ça, vous aurez à vous adresser d'abord et en particulier à votre chef d'équipe. Avec toute diplomatie, on essaye de parler, parce que je vois des fois de discussions où ça part dans tous les sens, où ça s'engueule presque. Même des fois, ça s'engueule. Franchement, si j'avais été aussi peu diplomate que des fois, quand je vous vois faire, l'association elle aurait explosé. Il y a des équipes, vous faites remonter l'info à votre chef d'équipe, et puis après, on voit dans le staff, moi je suis toujours joignable, on essaye de voir, mais vous avez un chef d'équipe. La première chose à faire, c'est votre chef d'équipe. Tu l'as compris, je m'appelle Akela, je suis ta chef d'équipe. Je viens du coup de t'ouvrir des droits Discord sur une enquête et tu pourras aussi interagir avec l'intercepteur s'il est encore en contact avec le potentiel pédocriminel. Tu pourras par exemple demander à orienter la conversation sur l'adresse ou sur l'âge s'il te manque une information. Voilà, et moi je reste évidemment disponible si jamais tu as la moindre question. Donc là, je vais commencer ma première enquête que Akela m'a envoyée. Donc c'est Ezekiel qui a eu une conversation avec un potentiel pédo. Donc là, par exemple, dans cette enquête, on a plus de 140 screens, donc ça fait à peu près 1500 messages à étudier. On a une base de données avec toutes les infractions qui sont prédéterminées. Donc c'est principalement de la corruption de mineurs, proposition sexuelle, proposition de rendez-vous, diffusion d'images pornographiques, avec toutes les peines encourues, etc., pour pouvoir un peu déterminer la gravité de certaines infractions, qu'on va donc comparer avec les phrases que l'on trouve sur les screens des discussions entre les faux profils d'enfants et les profils de potentiels pédocriminels. Donc là, voilà, il envoie directement son sexe, donc c'est clairement une diffusion d'images pornographiques, étant donné qu'il sait que l'enfant est à soi-disant 12 ans, et lui est majeur, donc là, vraiment, la diffusion d'images pornographiques va clairement être caractérisée.
Il demande « Tu es dispo quand pour se voir, chérie? Dis-moi, je te paye le transport », donc proposition de rendez-vous. Et ensuite, « T'inquiète pas bébé, je vais prendre des capotes, j'irai doucement pour te faire du bien, etc. » Le fait de dire qu'il dit qu'il va prendre des capotes, ça pourrait commencer à caractériser une proposition sexuelle spécifique à la pénétration. Mon métier m'aide au sein de l'ASSO de savoir comment les enquêteurs vont procéder aux investigations ou réquisitions pour avoir des infos sur l'auteur présumé du ou des infractions. Je peux aiguiller les enquêteurs pour monter le dossier. Déjà, on commence toujours par le profil Facebook, où parfois il y a des photos, que même s'il y en a qui utilisent leur vrai nom et leur vrai prénom, il y en a d'autres qui bien sûr, font des faux noms. Et donc, c'est là où le travail va être le plus dur, en fait, c'est vraiment de déterminer le vrai nom et le prénom juste de la personne. Il faut savoir que tout est basé sur ce qu'on appelle l'OSINT. C'est le fait de récupérer des informations mises à la disposition du grand public. Donc effectivement, pas de dark web, pas de paiement, pas de téléchargement d'informations. J'essaye surtout de déterminer s'il a plusieurs comptes Facebook. S'il a plusieurs comptes Facebook, est-ce qu'il a des amis en commun dans ces comptes Facebook-là qui du coup seraient reliés à lui et du coup pourraient m'amener vers son identité réelle. Le fait de pouvoir voir ce qu'il est liké ou pas, ça permet déjà d'essayer de le situer, parce que parfois il peut liker des restaurants où il a été. Si on en voit par exemple 4 en région Bretagne, ça peut déjà donner un périmètre de recherche qui est inférieur à celui du début. Ça permet de voir s'il a des passions, s'il est dans un club de voile, s'il est dans un club de pétanque, enfin voilà, n'importe quelle information qui pourrait être utile pour l'enquête. Parfois, les enquêtes elles se débloquent sur une information anodine qui va permettre de déterminer l'identité réelle. Il faut vous citer un cas où une personne avait fait un selfie où il était torse nu, dos à la fenêtre. Et qu'est-ce qu'on voit? L'extérieur, pas grand-chose. On connaît sa ville, mais on voit qu'il y a une rambarde, en tout cas quelque chose en fer forgé sur sa fenêtre. C'est un peu particulier. Et on a la chance aujourd'hui sur Google d'avoir Street View. Et les enquêteurs, pendant des heures et des heures, ont fait toutes les rues de cette ville jusqu'à déterminer où la photo avait été prise. Et c'était bien le seul endroit où il y avait ces rambardes en fer forgé. C'est un des exemples où les enquêteurs font un travail extraordinaire. C'est un travail fastidieux, ça demande quand même énormément de temps et surtout ça demande des tranches d'horaires qui sont assez grandes parce que il faut au minimum travailler 2 heures, 3 heures pour vraiment être efficace sur un dossier. Surtout quand on a énormément d'informations et qu'on a énormément de screens à étudier. Salut mec. Ça va? Oui, je me permettais de t'appeler. Ouais, Zécat, c'est quoi le dernier dossier sur lequel t'as bossé justement? C'est Xavier. C'est un dossier qui est prêt à partir, si je dis pas de bêtises. L'enquête a été bien menée et on a à peu près tout sur ce garçon. Si je dis pas de bêtises, il part demain par courrier pour le dépôt de plainte. Ok. C'est un gars qui serait aux alentours d'Angoulême. Malheureusement, Angoulême, je ne crois pas qu'on ait déjà déposé de dossier et on n'a pas de contact au niveau des forces de l'ordre encore. Espérons qu'on sera bien reçu et que ça sera assez rapide. Une fois qu'on arrive, je dirais, à un dossier assez conséquent et à un dossier qui potentiellement peut aller en justice, à ce moment-là, je corrige les fils d'enquête, je vérifie que tout soit carré, qu'il n'y ait pas de faute dans les infractions, que tout soit en lien avec les infractions, etc. Une fois que tout ça est fait, Akela récupère tous ces dossiers-là, plus la lettre de dépôt de plainte qu'on fait, et tout ça part au parquet.
À l'issue de ça, il y a une enquête de police qui est faite. Donc soit on est informé des suites, soit on n'en est pas informé. Et potentiellement, après, quand ça va jusqu'au procès, on est convoqué en tant que partie civile pour pouvoir représenter notre victime, notre enfant virtuel, au procès. Et c'est Cédric qui s'occupe de ça. Voilà, j'ai encore un paquet de dossiers à préparer. Tu vas chez ta mère tout à l'heure? Ouais, j'y vais vers 11h. J'ai un procès à Coutances, en Normandie, où j'en ai partie civile. Et j'ai regardé l'autre jour le nombre de kilomètres qu'il y avait. Faudra que je couche aussi sur place. Hein. Donc je t'ai dit, il y avait le procès à Laon, mais ça, Laon, c'est un peu plus près. Saint-Quentin, il y a un gars qui doit se faire arrêter la semaine prochaine. Et là, c'est le SRPJ de Reims. Eux, ils sont vraiment bien. Ah, tu m'avais parlé que tu devais aller à Reims. Ouais. Non, en fait, quand moi je m'investis, je m'en aperçois pas que je m'investis autant. Donc malheureusement, c'est seulement une fois que tu t'aperçois que je suis allé trop loin, que là tu te dis merde, il faudrait peut-être que je lève un petit peu le pied. Mais je pense que la cause est tellement importante que c'est dur de s'en vouloir de s'investir dans une telle cause. Au début, j'avais peur que tu m'en veuilles, que je ne m'investisse pas comme toi et que je ne sois pas pour cette cause et défendre cette cause. Et puis après, j'ai compris que si je le faisais autant que toi, on serait perdus tous les deux. Parce que entre les nuits que tu passes avec des cauchemars, que tu pleures et que c'est moi qui dois te réveiller et te prendre dans les bras pour dire c'est bon, on est tous les deux. Mais si je le faisais en même temps que toi aussi, ces cauchemars, on ne serait pas sortis. C'est invivable. Ça, c'est certain. Tout à fait. C'était invivable. Ouais, on a un gars qui est parti il n'y a pas très longtemps. JD, c'était son pseudo, il a arrêté, mais je pense qu'il n'en pouvait plus à force aussi. C'est compliqué, hein. On est des fois confronté à des choses qui sont dures. Pas nécessairement à des photos, parce qu'ils n'envoient pas tout le temps des photos, mais c'est souvent les écrits. Les écrits, ça peut être dur. Ça peut être dur. Au même titre que les vidéos. Bon, la vidéo par elle-même, elle est très très dure. Ce qu'il y a de plus dur, c'est le son. C'est le son. C'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur, ouais. Donc c'est normal qu'il y ait des gens qui craquent. Hein. Ça, c'est pas quelque chose de chouette. Le seul truc qui te fait relever la tête, c'est quand le gars est finalement arrêté, quand les forces de l'ordre ou le magistrat t'envoient une convocation. Donc ça c'est super chouette. Donc il faut rester sur le côté positif, que ce qu'on fait, c'est tout le monde peut le faire, il faut juste le vouloir. Voilà, c'est tout. Mais je suis fière de ça. Que tu le fasses, c'est que... Je t'en remercie. Je te l'écris souvent. Oui. C'est vrai. Ouais. J'ai plus facile de l'écrire que de le dire. La question qui se pose quand on entre dans ce type d'association, c'est est-ce qu'on est préparé à ce à quoi on va être exposé? La réponse, c'est non. Parce que personne n'est préparé à ça. Les professionnels ont des formations pour pouvoir supporter de faire ce travail-là. Le suivi, il est psychologique, j'entends, il n'est pas optionnel. C'est vraiment quelque chose, il faut parler de ça pour pouvoir le supporter. Et il y a une différence entre le faire dans le cadre d'un tribunal, dans le cadre d'une procédure, avec des bornes légales. C'est différent que le faire en tant que particulier, en se sentant animé d'une mission. Entrer dans cette démarche-là, ça peut être pour tout un tas de motivations que j'ai certainement pas à juger ou même à évaluer, mais c'est se mettre soi-même en danger. En termes d'écho personnel, j'ai découvert pendant mes recherches que ma grand-mère avait été victime d'inceste et ça, je ne le savais pas du tout, en fait, avant de commencer à rechercher dans mes proches. D'ailleurs, ma grand-mère en est décédée de ça. En fait, elle avait tellement peur d'aller voir le médecin, les gynécos, les machins, qu'elle est décédée d'un cancer. Et je pense vraiment que si elle n'avait pas été victime de ça, elle aurait vécu plus longtemps, malheureusement. Mais effectivement, du coup, c'est vrai que quand on cherche, on trouve forcément des victimes dans notre entourage, finalement. C'est hyper dépressif ce que je viens de dire, je suis désolée, c'est pas joyeux du tout, mais ouais.
Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors, je t'appelle pour faire un petit point avec toi sur comment ça allait en ce moment. Je sais que tu avais des soucis avec ton fake et du coup je me demandais si en termes de morale ça t'avait pas trop cassé, on va dire. Bah, en vrai, j'avoue que un petit peu, parce que le fait de pas avoir de dossier, ça fait un peu baisser le moral parce que bon, je vois par exemple les dossiers d'autres personnes dans l'asso qui fonctionnent bien, des comptes qui fonctionnent bien, et c'était pas le cas de mon fake. Donc je me suis remis en question aussi, je me suis demandé si c'était la manière dont je faisais les choses qui était pas bien, si est-ce que mon approche était mauvaise. Et ouais, du coup, j'avoue que ça m'a mis un petit coup dans ma motivation. J'ai un peu été démotivé. Mais là, ça reprend avec le compte de Gadget, du coup. Rien qu'au niveau des demandes d'amis, je vois la différence. Ouais. C'est un emploi qui est quand même particulier dans le sens où on voit beaucoup d'horreur. Moi, je travaille donc à temps plein, je suis vice-présidente, je suis chef d'équipe, tous les dossiers passent par moi, donc je vois tout, la pédopornographie, la pornographie, tout. Il faut être accroché. Après, j'ai la chance, moi, d'être bien entourée, j'ai mes proches, ma famille qui vont aussi être là pour moi quand ça va pas. Quand tu te donnes à fond pour une cause telle que celle-ci, tu es censé savoir dans quoi tu t'embarques. Et tu sais que c'est un truc auquel tu vas penser de manière régulière. Ça reste forcément dans ta tête. Forcément, des fois, tu es là le soir dans ton lit et puis tu fermes les yeux et puis tu peux avoir des images par exemple de contenu pédoporno que tu as pu recevoir, ça arrive. Ou alors tu te dis, putain, mais ce mec, il m'a envoyé tel message, c'est dégueulasse. Ou alors il m'a dit qu'il avait couché avec une petite fille de 8 ans. Enfin, ça peut arriver, ce genre de truc. Et ça te reste en tête. Il faut vraiment que tu fasses la part des choses et qu'il faut aussi que tu te donnes le temps à toi-même de décompresser. Voilà, tu sors, tu vas voir des amis, tu joues, tu fais ce que tu veux. Mais c'est un temps qui est hyper important parce que tu te noies sinon dans tout ça. Et niveau santé mentale, ouais, je pense que ça peut être hyper nocif si dès le début, tu n'apprends pas à faire la part des choses. Moi, j'ai été éduqué dans la foi catholique parce que mes parents sont catholiques, enfin mes grands-parents aussi, etc. Quoi qu'on puisse dire sur toutes les atrocités qui ont été commises dans l'Église, c'est des atrocités qui sont contraires à ce que normalement il est dit et contraires aux valeurs vraiment chrétiennes. Et c'est pour ça que moi, en tant que chrétien, c'est aussi hyper important que je sois dans cet engagement-là, parce que c'est en fait l'essence même du catholicisme, c'est de protéger. Et même si au départ, je n'imaginais pas que c'était ça qui allait me pousser à rentrer dans cette association, mais en fait, c'est plutôt a posteriori que oui, en fait, je me rends compte que c'est des valeurs qui sont vraiment proches de la chrétienté. Voilà, je sais que c'est un combat qui est louable et voilà, j'y vais. Au départ, ce genre d'association-là, c'était pas super bien vu dans le sens où certains nous ont reproché de voler le travail de la police. On précise bien qu'on ne vole pas le travail de la police, on est là pour les aider. On n'est pas des shérifs, on ne va pas aller arrêter nous-mêmes nos interlocuteurs, on va juste faire des dépôts de plaintes. Et après, c'est entre les mains de la police ou de la gendarmerie et de la justice. Ça a été vraiment super rapide. J'appelle d'abord la police de La Rochelle qui me dit que ça sera avec la gendarmerie mais qui me donne le numéro de téléphone du proc. Il était OK pour travailler avec nous. Là, les gendarmes ils sont mis devant. Des gendarmes de l'île de Ré. Voilà, là ils le font descendre du véhicule. Il avait d'abord dit aux gendarmes ne restez pas garés devant moi, je ne vais pas rester longtemps. Ils descendent de la voiture,
Les gendarmes lui demandent qu'est-ce qu'il est venu faire là, et il avoue immédiatement « je suis venu chercher une enfant ». Donc il est venu chercher un de nos enfants virtuels d'une 12aine d'années, et ce monsieur doit avoir à peu près 64 ans. Il est déjà récidiviste sur des faits de pédocriminalité. Salut Akala. Je suis en train d'arriver à l'instant au tribunal de Coutances pour notre gars qui était jugé aujourd'hui. J'ai vu la greffière et manifestement il a d'autres chefs d'inculpation, on n'était pas au courant de tout. Donc voilà, dans un quart d'heure il faut que j'y sois. Et j'ai rempli la partie civile, tout est bon. Donc dès que c'est fini, je t'appelle et je te donne le résultat et je ferai un petit résumé pour tous les membres. Le procès est capital pour nous dans la mesure où c'est lui qui va déterminer si tout le travail qu'on a fait a été validé par la justice ou pas. C'est-à-dire que si, à l'issue d'un procès, on a une condamnation, on sait qu'on a fait notre boulot et qu'on l'a bien fait. Environ 85% des enfants qui ont été abusés, agressés, violés l'ont été dans le premier cercle familial. Si on rajoute 10 points à tout ça, donc on arrive à 95%, ça serait le deuxième cercle. On est toujours dans quelqu'un qui connaît l'enfant. Donc il reste ces 5% qui, eux, vont agresser sexuellement les enfants qui ne connaissent pas, qui recherchent sur Internet et ils vont tomber un peu au pif sur eux. Et c'est les gens sur lesquels on travaille. Et quand on s'aperçoit du nombre de gens qui nous contactent, du nombre de dossiers qu'on arrive à monter, on s'est dit que c'est ahurissant, quoi, vu qu'on représente que 5%. Il y a aussi une réalité judiciaire, c'est que si l'intégralité de ces plaintes devait amener à des procès, notre système explose. Nous n'avons pas les moyens humains. Nous n'avons pas les moyens matériels d'organisation d'audience. La justice doit faire du chiffre. Et pour faire du chiffre, il faut des réponses rapides. C'est le cas du stupéfiant. C'est le cas de toutes les autres atteintes faites aux personnes, vol, violence et les atteintes aux biens. Les peines, elles existent. Les condamnations, elles existent. Elles existent tous les jours, elles existent toutes les semaines. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse pénale parce que c'est tout simplement faux. En un an, ma section des mineurs du parquet de Paris ouvre approximativement 200 informations judiciaires. Évidemment qu'on souhaiterait que ce soit plus, évidemment qu'on souhaiterait pouvoir traiter en quasi-temps réel l'intégralité des signalements qu'on reçoit. Et évidemment, on se limite à une question de moyens face à une masse qui est extrêmement importante. Dans 5 ou 10 ans, l'association, je pense, fera encore partie de ma vie et sera encore une des causes pour lesquelles je m'engagerai. Je ne sais pas dans quel état sera l'association, mais j'espère en tout cas qu'elle sera encore plus importante aujourd'hui et qu'elle aura un peu moins de travail, quoi. Bonsoir à tous, je repars à l'instant du tribunal de Coutances, une affaire relativement compliquée puisque ce monsieur, en plus d'essayer d'avoir des rapports sexuels avec des enfants, prostituait également son épouse, et tout cela en récidive. Il a donc été condamné aujourd'hui, 1 an de prison avec sursis, 3 ans de suivi socio-judiciaire, des indemnités pour préjudice moral pour l'association. Il est désormais au FIGES, le fichier des infractions judiciaires. Il a une interdiction de rentrer en contact avec des mineurs et bien d'autres petites choses. Voilà. Merci à tous de votre implication et à très très bientôt pour la suite. En fait, quand j'ai décidé de faire des recherches pour trouver une asso qui pourrait me correspondre et qui faisait ce que je cherchais à faire, c'est-à-dire attraper, même si le terme est un peu douteux, des pédophiles, c'était quand j'étais dans une phase hyper basse de
de ma vie, on va dire, à niveau santé mentale, c'était pas fou. Et je cherchais une façon d'occulter un peu la souffrance et de trouver une utilité à ma vie, juste. Et de me servir de mes traumas comme d'une force. Et c'est la meilleure façon que j'ai trouvée. Je pense que pour le moment, j'ai pas encore accompli assez de choses pour être vraiment fier de moi. Mais j'estime que dans l'asso, on fait un travail qui est super important. Donc je pense que non, je vais pas partir maintenant. J'ai encore des choses à faire. J'ai encore trop de choses à apporter, je pense. Pas que je sois pas remplaçable ou quoi que ce soit, hein, mais je pense que j'ai de l'énergie à revendre et j'ai des pédos à faire tomber. Donc je vais rester encore.